Je pense que j'ai vu cet instrument, ça devait être en 80. Et en plus, c'est l'année où ils ont fait le Quatuor. Et ils sont venus jouer en concert à Bar-le-Duc. Et c'était la première fois que je voyais un joueur de nickel harpa. Et j'avais vu cet instrument pour la première fois dans l'étui, tu vois. Et puis moi j'étais élève là, tu vois. Puis tu vois, Malicorne, c'était pour moi un groupe. Donc je lui ai même pas adressé la parole, tu vois, tellement j'étais, comment dire, j'avais la, et j'étais ému, quoi. Enfin, je sais pas, c'est spécial. Ok, juste deux. Ouais, c'est une autre idée. Ouais. Et lui, il a aussi un peu de renversement. C'est une table voûtée, tu vois, il y a moins de raisons de renforcer le manche. J'aurais pu imaginer aussi, comme dans les guitares, comment ça s'appelle le truc métallique, là, je me souviens plus, t'as une petite barre métallique que tu précambres et quand tu le serres, hop, ça redresse le manche. Mais bon, ça fait quand même presque 40 ans que j'en fais. J'en ai fait, on en a fait à l'atelier 320. C'est pas le délire non plus. Hein. Pour imaginer qu'on aurait pu, enfin je veux dire, on aurait pu en faire, je sais pas, 500-600 ou tu vois, ou voire même qu'il y ait d'autres fabricants. Plus que ça. Tu vois. Il y a un intérêt, mais c'est quand même lent. Hein. Mais quand même, chaque fois que je joue de ce nickel harpa, enfin, 9 fois sur 10, ça fait mouche, quoi. Tu vois, les gens, ils sont scotchés par le son, scotchés par l'esthétique de l'instrument, le clavier, l'ensemble, quoi, tu vois. Pour moi, un musicien, c'est un être humain avec un instrument, quoi. Et les luthiers sont rarement cités. Quoi. Et on n'a plus d'expo, plus rien, donc pour exister, tu fais comment, quoi, tu vois, quand tu es fabricant. Il y avait. Donc, moi, j'habitais près de Bar-le-Duc, dans un petit village qui s'appelait Névrosières. Et dans un petit bled, il y avait un copain, là, Jean-Claude Schenkel, qui venait de Paris d'ailleurs. C'est 68 art qui n'a pas été au Larzac, mais qui est venu s'installer là. Et qui s'est lancé, qui avait fait des études d'art plastique. Et qui était venu faire un spectacle, je crois, avec un accordéoniste, Marc Perron, de marionnettes. Donc ouais, bon, bref, ils avaient repéré ce lieu-là et ils sont venus s'y installer quelques temps après. Et il a voulu se lancer dans la lutherie. Et populaire, à cordes. Donc il s'est mis à faire des épinettes, des vielles, et il avait fait une nickel harpa un peu dans ce style-là, un modèle ancien. Seulement, bon, il a changé d'avis, il a arrêté. Et on était deux à lui avoir commandé des nickel harpa. Donc il avait commencé les caisses, mais il les a pas finis. Donc moi, je lui ai tout racheté en fait. Je lui ai racheté le bois, les bouquins, le vernis, les outils. Tu vois, j'ai encore des outils qui datent de cette époque-là. Et j'ai terminé ces instruments. J'ai mis une table, j'ai fait un clavier, je l'ai gardé, et puis voilà, puis après j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, ainsi de suite. Quoi. Ouais, c'est un peu le hasard, quoi. Ouais. C'est un peu... Oui, c'est le hasard. Là, j'ai pas des fois, je fais des petites recherches sur Internet parce que j'aurais aimé le revoir. Et puis, parce que finalement, ça a vachement compté, tu vois, dans ma vie. Il y avait déjà un amour du bois, ou enfin du Oui. travail du bois. Ouais. Mais en fait, ça, entre parenthèses, je crois que je l'ai toujours eu, enfin, toujours ado, dès que j'ai eu mes 12-13 ans, j'étais attiré par le bois. Et j'habitais une maison, tu vois, une maison des années 60, là, avec un sous-sol où mon père garait sa voiture, et là, il y avait un petit atelier, un petit établi, tu vois, avec des tas d'outils. Et donc,
quand je bricolais un truc en bois, je le faisais là. Je me suis aussi un moment penché sur la sculpture. J'avais récupéré des belles pierres et je m'étais amusé à sculpter 2-3 trucs. Donc j'avais fait par exemple un soleil, j'avais fait l'écusson de Bar-le-Duc avec 3 pensées et puis 2 poissons là. Et ça, je m'étais appliqué à faire ça. Et je me souviens avoir eu vraiment un plaisir. Parce que ça dure un certain temps quand tu sculptes. Et voilà, je préférais faire ça que d'aller jouer au foot avec. De toute manière, mes copains à l'époque, c'est leur truc, quoi, tu vois, le foot. Mais moi, je trouve ça nul en fait. J'étais pas assez performant, tu vois. C'était le truc. Il fallait courir vite, et puis, tu vois, je sais pas, je comprenais rien. Puis, alors, c'était le truc horrible, quoi. Dès que je faisais une boulette, je me faisais engueuler, tu vois, c'est le truc. Non, mais c'est bon. J'ai vite compris que c'était pas mon truc, quoi. C'est tout. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais bon, j'essaye un peu de resituer un petit peu. J'essaie. Je me souviens plus. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi, tu sais, il y a un sentiment qui est lié souvent à, je sais pas comment décrire ça, mais par exemple, j'ai travaillé pratiquement 3 ans dans la forêt, comme bûcheron, comment dire, plantation. C'était mon deuxième métier. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a séduit dans cette activité. Tu vois, d'être en contact ça a l'air de rien, mais 2 années de suite, j'ai vu jour par jour le printemps. T'arrives le matin, tu vois, les feuilles qui ont un petit peu poussé, ainsi de suite. Le soir, ça a déjà évolué, tu vois. J'ai assisté à la naissance d'un petit oiseau qui est sorti de son œuf, tu vois. Je commençais j'étais en train de couper des branches avec mon croissant, là, puis tout d'un coup, hop, je vois un oiseau qui s'envole, et là, je vois un nid. Donc, je me baisse, et là, au moment où je regarde, je vois l'œuf qui se fendit, quoi. Ah, je sais pas. Donc, j'ai assisté à la naissance du petit oiseau, là, je sais pas. Là, ça, c'est des trucs sympas, quoi. Tu vois. Et puis oui, j'ai travaillé donc du côté de Verdun. Et par exemple, ça aussi humainement, c'était quelque chose parce que finalement, c'était en 80, 81, et tous les gens qui travaillaient en forêt, enfin déjà tous les noms des parcelles, des chemins, des places de retournement, choses comme ça avait des noms qui faisaient référence à la guerre. Et donc, les forestiers, enfin, tous les gens qui venaient travailler en forêt, en fait, on ne parlait que de ça, ne parlaient que de la guerre. Parce que quand tu travailles, quand tu plantes des arbres, à chaque coup de pioche que tu donnes, tu tombes sur une tache de rouille. Et des fois, tu tombes sur un éclat d'obus. Il y avait toujours des années, chaque paysan, chaque forestier avait des anecdotes, tu vois, concernant les obus qu'ils ont trouvés, les macabées, oui, ils trouvaient toujours des macabées. Tu vois, celui qui a écrit le Grand Maulne, là, Alain Fournier, ben, il a été retrouvé dans le coin là-haut. Avec, je sais pas, ils étaient une quinzaine qui avaient été fusillés là, et puis ouais, il y en a parce que le sport pendant les week-ends, même de ces ouvriers forestiers, c'est avec un détecteur de métaux d'aller farfouiller et de chercher soit des fusils, soit en fait, c'est de trouver un corps pour récupérer tout ce qui est récupérable, quoi. Alors c'est une gourde, le fusil, les fusils le sol, dans la terre dans laquelle on était, ben, c'était une terre qui conservait. Donc si tu trouvais un fusil, tu vois, il y avait de fortes chances que tu le mettais dans un fût de gasoil et tu pouvais le revendre, tu vois. Et un fusil à l'époque, c'était pour nous un salaire. Tu vois, ce que tu gagnais en travaillant un mois en plantant des trucs, tu le gagnais en revendant ton vieux fusil là. Donc je peux dire qu'il y a des gens qui étaient passionnés par ça et qui passaient leur week-end et donc c'est un mec qui a trouvé le Fournier comme ça. Ou des vieux qui avaient fait la guerre de 39-40 parce que finalement toi
C'est une région qui avait aussi vachement souffert et qui était traumatisée par cette guerre. Et qui finalement trouvait un espace dans la forêt, tu vois, où ils faisaient leur bois pour l'hiver, ils allaient aux champignons, ils trouvaient une espèce de paix psychologique, tu vois, dans les forêts. Et c'est des gens, en plus, tu vois, c'est des gens qui sont entre nous, qui ont l'air complètement indifférents. Finalement, quand tu discutes avec eux, tu vois, ils ont aussi leurs histoires, Ben, déjà, quand tu aimes quelque chose, tu as envie de le partager. Tu vois, les cordes sympathiques, donc elles réagissent sur les fondamentales. Et quand on fait l'octave, la fondamentale, elle se divise en deux toute seule. Moi, je fais partie de ces gens qui ont pensé que quand on avait du travail, on peut le partager. D'accord ? Et ça a été des valeurs de gauche qui ont été portées. Tu vois, le partage du travail, quand on est passé de 40 à 39 heures, de 39 heures à 35 heures, l'idée c'était de repartager ce travail. Bon. Je fais cette note là. Cette corde sympathique là. Do dièse. On la voit se diviser en deux, elle vibre là, mais pas au milieu. Tu la vois Oui, je sais plus, je savais que Louis Georgel existait et qu'il faisait des épinettes. Et je l'ai rencontré, alors je me souviens plus quand je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré à un moment donné, bien avant le fait que j'aille travailler chez lui. Et lui, c'était une belle personne aussi, tu vois, ça compte aussi, parce que, je veux dire, tu vois, son truc, c'était de faire des instruments le plus abordable possible. Alors que c'était un peu le père l'astuce, il trouvait des combines pour faire des épinettes pas chères. C'était un menuisier, en fait, qui s'est recyclé. Et il fallait avoir le courage, hein, parce que quand il a fait ça, ça devait être en 68, 70, quoi, 68, 69. Il aurait fallu soit qu'il se modernise pour continuer à faire de l'ébénisterie, mais finalement il a fait le choix de tenter son truc là autour de la lutherie. Il a quand même maintenu aussi une activité d'artisan un peu destinée aux touristes, tu vois, qui venaient dans les Vosges. Ouais. Et puis alors, quand tu fais la quinte, quand tu continues comme ça, donc tu arrives à l'octave, après tu arrives sur une quinte, par exemple du Do, c'est un sol, ben, tu vas avoir ta corde sympathique qui se divise en trois. Tu vois, elle va vibrer là et vibrer là. Mais c'est quand même quelqu'un qui était plein avec toutes ses contradictions, hein, parce que c'est pas facile, mais quand même il avait cette volonté de, comment dire, d'être accessible, de faire des instruments pas chers, mais tout en survivant. C'est ça. Parce que quand même, voilà, il a gagné suffisamment pour faire vivre toute sa famille. Je sais pas, c'est une générosité, c'est pareil, il a dû accueillir chez lui, bon, puis là les règles étaient beaucoup moins strictes qu'aujourd'hui, mais il a accueilli des tas de gens qui ont venu bricoler dans son atelier. Et par exemple, sa femme, c'était une femme qui avait une patate d'enfer. Si tu veux, il débarquait, je sais pas, 5-6 personnes, et tout le monde se retrouvait à la table à midi. Elle faisait à manger pour tout le monde. Tu vois, c'était les gens qui débarquaient les week-ends, là, tous les tradeux de l'époque, là. Je pense à des gens comme Jean-François Dutertre, Jean-Loup Bali, c'était le groupe Mélusine, par exemple. Bien, voilà, puis il y a des tas de gens. Moi, je croise encore des gens qui me parlent de lui, parce que voilà, c'était un mec qui était tellement généreux que tu peux pas l'oublier, quoi.
je pense. Ah, Salut Nathan. Tu sais, parce que c'est difficile à expliquer ce que c'est qu'un loup. Est-ce que ça existe sur les altos? Ah oui. Mais pas souvent. Sur un violon, ça n'existe pas souvent. J'en ai eu un une fois, mais. Oui, c'est vrai que ça arrive. Mais il y en a quand même. Sur les contrebasses, il y en a forcément. Ah oui, sur les contrebasses. C'est impossible de ne pas en avoir, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous faites quoi sur le contrebasse, par exemple? On joue avec. Ah, vous jouez avec? Bon, finalement, tu joues avec un loup. Ben, nous, on est quand même, je sais pas comment décrire ça, mais on est quand même des artisans au service des artistes, en fait. Donc, bien sûr, ça dépend beaucoup aussi des musiciens, parce qu'il y a des musiciens qui vont rentrer en harmonie avec l'instrument. Et il existe la même chose pour les nickel harpa. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, finalement, on va toujours trouver un musicien qui va être séduit par un instrument. Alors, il y a tellement de raisons. Je connais une musicienne, elle a acheté un violoncelle parce qu'elle l'a vu dans la vitrine, alors elle l'a essayé après. Bon, naturellement, il aurait été pourri, elle l'aurait pas pris, mais si tu veux, voilà. Elle a été séduite par ce violoncelle, et elle est rentrée, et elle l'a acheté. Un truc qui vaut quand même 13 000 euros. Tu vois, donc il y a quelque chose d'irrationnel dans un instrument. Tu peux être séduit, et puis la raison te dicte autre chose, quoi. Comme avec un humain. Certainement. Mais oui, voilà, tu peux tomber amoureux de quelqu'un, et puis tu as une petite voix qui te dit « mais non, c'est pas pour toi ». On est dans les choses de l'esprit qu'on ne cherche même plus à expliquer, quoi. On aime, on n'aime pas, on joue, on joue pas, et c'est tant mieux. Mais de toute manière, l'instrument, il trouvera toujours quelqu'un. Alors là, j'ai deux solutions pour les sautreaux là, qui touchent les cordes sympathiques. Soit je décale tout, ou alors je fais des petites entailles dans les sautreaux. C'est ce que je vais faire. Un instrument, c'est une architecture en fait. C'est pas l'attraction terrestre, c'est la tension, enfin la compression des cordes. Il faut que ton instrument, il doit tenir avec ça. On pourrait le faire très épais, mais avec l'idée toujours de moins il y a de bois, plus ça sonne. Mais pas trop en enlever, parce que après ça ne tient plus. Mais moi je suis parti de ça. En fait, dans ma petite tête, à chaque fois que j'ai fait un instrument, j'ai toujours pensé comme ça. Alors au début, je te cache pas que j'ai peut-être fait des épaisseurs trop fines ou trop épaisses. Mais très vite, tu vois, t'écoutes le résultat. Et d'un instrument sur l'autre, tu corriges le tir. Quand tu es autodidacte, il n'y a pas d'autre solution. Et puis tu n'es pas vraiment autodidacte à 100%. Tu rencontres toujours quelqu'un, tu parles, tu as toujours un truc à demander à quelqu'un. Enfin,
Je me souviens, lors de ce stage-là, d'ailleurs, que j'avais fait de violon, et on a eu le soir un luthier qui est venu nous parler du métier de luthier. Et lui, c'était un gendarme retraité. Et moi, ce qui m'avait fasciné, là aussi, ça m'a donné confiance, c'est que lui, il nous a dit, avoué qu'il était autodidacte. Et tu dis, ben, c'est possible. C'est con, mais si tu veux, dans la lutherie, il y a quand même quelque chose qui relève de la... Comment dire bien sûr il y a l'expérimentation, tout ça, ça compte, mais au feeling, tu vois, tu pourrais, je dirais, au pif, sans le faire exprès, faire sonner un instrument. Il y a quelque chose de logique dans un instrument. Tu vois, ça a été fait par... c'est des instruments qui sont faits... Moi, je suis parti de là, tu vois, pour me donner confiance. Je me suis dit, c'est pas fait par des extraterrestres, donc il n'y a pas de raison, on va comprendre, quoi. Tu vois, et puis moi, je suis du style, c'est en faisant qu'on devient, quoi. Et il faut se laisser porter un peu, tu vois. Parce que je crois que, sans tomber dans les trucs... sans tomber sur les trucs mysticaux, je sais pas quoi, on doit avoir des acquis qui nous viennent de nos ancêtres. Sinon, je vois pas pourquoi Bien sûr qu'il y a l'éducation, l'enseignement, mais puis que les ancêtres à chaque fois nous laissent des traces. Donc, et ces traces, on continue les objets, les créations, on perpétue et on fait évoluer les choses. Donc, on doit être imprégné de tout ça, quelque part. Et quand on est dans l'intuitif, je pense que c'est ça qui nous guide. Moi, je ressens ça surtout quand je fais des archers. Quand je fais des archers, donc grosso modo, j'ai compris un peu comment ça doit fonctionner. Ce qui va faire la qualité d'un archer, c'est la baguette. Bon, la tête, la hausse, le bouton, ça aura certainement une incidence sur le fonctionnement, mais en gros, 90%, c'est purement esthétique. Par contre, la baguette, c'est mécanique. Et là, je sais pas, quand moi je fais ça, ben, je sais pas, je suis dans une espèce de, c'est intuitif, mais je sais pas, je me laisse porter, je suis pas dans un état tout à fait normal. Je me sens bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est un peu ça qui nous porte. Et il faut se faire confiance à soi-même. Et puis tu sais jamais ce que tu vas faire. Parce qu'un instrument, il sera comme il sera. Il pourra jamais être à chaque fois identique. Sinon, ben, on ferait que des Stradivarius, tu vois, par exemple. Il doit y avoir certaines... Ça doit bien s'expliquer mécaniquement, tu vois, techniquement. Mais ça doit être tellement compliqué. Écho, épisode 2, Jean-Claude. Un podcast des dialogueurs.